Voilà, bonjour, c'est parti maintenant. Donc je me présente à nouveau parce que j'étais intervenu déjà pour les, les gens qui pouvaient s'impatienter parce ils avaient quelques minutes d'avance. Je suis Jean-Luc Rognon, donc rédacteur en chef de Supply Chain Magazine. J'ai l'honneur d'animer cette conférence ou en tout cas d'en faire l'introduction. Et je pense qu'effectivement, le sujet est très intéressant, et notamment le titre, puisque comment L'Oréal met le client au cœur de sa stratégie supply chain via un écosystème digital, interactif et dynamique. Je pense que ça n'a pas manqué de piquer votre curiosité, de se demander, mais finalement, de quoi réellement on va pouvoir parler, puisque justement, il y a ce côté écosystème collaboratif dans l'air du temps. Voilà, c'est un projet très intéressant en cours qui est mené par L'Oréal au niveau européen et mondial, et donc L'Oréal qui a choisi de s'associer, de s'allier avec l'éditeur OpenText. On va parler lors de cette conférence, on va parler flexibilité, on va parler agilité de la supply chain, on va parler transformation IT, mais aussi une stratégie client d'un nouveau type, avec justement essayer de composer en mode écosystème, avec des questions liées aussi à la performance du parcours de transport avec les transporteurs. On va parler aussi des relations peut-être avec les fournisseurs. Voilà, il y a une autre chose dont je suis, en tout cas moi, très fier, c'est de pouvoir animer, et c'est suffisamment rare en supply chain, de pouvoir animer un plateau exclusivement composé de femmes. Donc voilà, je voulais le souligner. Donc je vais vous présenter les trois intervenants. Il y a Myriama Bouaouni qui est responsable du programme EDI au niveau EMEA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, chez L'Oréal. Donc, il y a Clara Paris qui est responsable grand compte dans l'activité Business Network d'OpenText. J'ai essayé de franciser Account Executive Business Network. Et puis Nadine Asselin qui est manager de la partie de l'activité consulting en matière de solutions, toujours sur la division ou activité, comme on dit, division Business Network d'OpenText. Ah, on vous entend pas. On vous entend pas. Juste... D'accord, c'est parfait. Donc, on va peut-être commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet pour essayer justement de comprendre un petit peu ce que c'est que cette stratégie supply d'un nouveau type avec un écosystème digital interactif et dynamique. Clara, je vous laisse la parole. Et je vous retrouve pour la séance de questions-réponses. J'interviendrai peut-être si jamais il y a quelques points à éclaircir ou en tout cas à préciser. Voilà. Merci Jean-Luc. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'adaptative supply chain. Alors, qu'est-ce que c'est l'adaptative supply chain? C'est finalement se poser la question dans quelle mesure la chaîne d'approvisionnement doit s'adapter pour faire face aux perturbations qui, elles, sont en permanence, en fait, qui interviennent en permanence. Alors finalement, au travers de cette slide qu'on vous présente en introduction, la supply chain, elle est en perpétuel changement. Alors, elle est déjà plus longue et plus complexe. Alors, la chaîne d'approvisionnement est plus longue au travers de la mondialisation, avec la relocalisation des usines de production, plus complexe puisqu'il faut faire intégrer et faire collaborer toutes les parties prenantes de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit les industriels, les prestataires logistiques, les entrepôts, les distributeurs et même finalement le client final. Et pour autant, paradoxalement, il faut être toujours dans une quête continue de réduction des coûts et remporter la bataille de l'immédiateté dans la livraison du produit dans les mains de nos clients. Donc, effectivement, au travers de cette slide, dans la partie haute, on voit qu'il y a différents types de perturbateurs. Effectivement, il y a le Covid. Alors, juste pour partager quelques statistiques, au cours des 12 derniers mois, la moitié des entreprises ont partagé avoir vu leur chaîne d'approvisionnement impactée par un modèle disruptif. Alors, mais il n'y a pas que le Covid, finalement. Il y a aussi les guerres commerciales qui vont, effectivement, avec le Brexit, pour le citer, qui vont
continuellement et drastiquement changer les échanges commerciaux entre les entreprises. Il y a aussi la quête continue des entreprises à être toujours plus green, éco-responsables, ou bien, j'en ai parlé un peu plus tôt, la relocalisation des usines de production. Alors ça, c'est vraiment des perturbations qui sont structurantes et qui impactent la supply chain. Mais il y a aussi des perturbations, donc la partie basse de cette slide, qui vont être plus finalement associées aux stratégies décidées par les entreprises elles-mêmes, qui, elles, sont en quête d'innovation. Et donc, finalement, la supply chain, elle est directement impactée puisqu'elle doit être plus agile, plus perfectionnée et plus intégrée. Et donc, on mentionne quelques exemples de transformation profonde des entreprises, comme par exemple un grand groupe qui doit lancer un nouveau produit, ou bien encore, si on prend l'exemple d'Amazon, qui est typiquement un game changer dans ce contexte, de livrer toujours plus vite et plus rapidement. Et donc, dans ce contexte, j'ai l'honneur d'avoir une invitée qui est Myriama de chez L'Oréal. J'aimerais laisser la transition et lui poser la question suivante. Dans un contexte aussi disruptif et fluctuant, quels sont les axes stratégiques de L'Oréal pour garder sa supply résiliente et flexible? Alors, merci Clara. Donc, la stratégie en fait L'Oréal est orientée autour de 3 grands piliers, 3 grands axes. La première, c'est une transformation IT avec la construction d'un corps modèle beaucoup plus stable, beaucoup plus robuste, ce qu'on va appeler un backbone IT, donc une colonne vertébrale IT. Le deuxième axe, le deuxième pilier qui est très important, c'est l'agilité que l'on peut avoir avec nos transporteurs pour des raisons de coût, mais également de services que l'on souhaite offrir à nos clients. Et le troisième axe, qui est un peu classique, qui est en fait la stratégie traditionnelle chez L'Oréal, c'est améliorer toujours l'expérience client. Donc, nous sommes clairement customer-centric, client-centric, en offrant en fait à nos clients du B2B une expérience B2C. Et là, en fait, on voit bien l'impact d'Amazon. Comme tu le disais, c'est bien un game changer. On souhaite que nos clients B2B bénéficient de cette expérience B2C qui s'est généralisée aujourd'hui. Merci Myriama. Voyons maintenant comment OpenText accompagne ses clients dans le déploiement de leur stratégie supply. Donc, notre constat chez OpenText, c'est que la supply chain n'est plus aujourd'hui cette conception linéaire. On parle de upstream, downstream. C'est plutôt un système circulaire avec des acteurs internes et externes à l'entreprise, comme on le voit sur la page qui est présentée. Et ces acteurs-là interagissent en permanence entre eux et voire même de plus en plus en temps réel. Donc, la supply, c'est un système dynamique qui, comme viennent d'en parler justement Clara et aussi Myriama, elle doit s'adapter continuellement aux pressions que subissent l'entreprise. Donc, pour répondre à ces exigences qui sont toujours complexes, OpenText propose une plateforme qui consiste à orchestrer cette collaboration-là qui est permanente entre les acteurs de la supply. Cette plateforme-là, nos clients souvent l'appellent le Digital Backbone B2B. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand on implémente cette plateforme? C'est qu'on peut visualiser les interactions métiers sont répliquées par des connexions, des liens techniques entre les systèmes des acteurs de cette chaîne-là. Et on voit même de plus en plus que le client final fait partie de cette chaîne quand, par exemple, on intègre les sites marchands de nos clients qui cherchent à rendre l'expérience B2B plus proche de celle du B2B, comme on vient d'en parler tout à l'heure. Donc, c'est une plateforme qui est agnostique. Ça, c'est une caractéristique importante. Donc, elle est agnostique des systèmes de l'entreprise. Ce qui fait que ça rend tout ce système-là flexible et aussi dynamique, parce que si un des acteurs doit changer en cours de route, soit pour un moment ponctuel ou encore pour une période plus longue sur un contrat, on peut le faire parce qu'on intervient sur une connectique sans avoir impacté l'écosystème ni interne ni externe de l'entreprise. Nadine, je peux vous interrompre juste sur le terme d'agnostique. Ça veut dire qu'effectivement, elle peut se connecter, cette plateforme, aux différents systèmes d'information existants. Qu'est-ce que ça implique en termes de connexion? Là, on voit qu'il y a des API, on voit que est-ce que c'est là aussi en toute simplicité, ou bien il y a quand même des développements à faire en termes de
connectivité à cette plateforme? C'est une question extrêmement intéressante. Merci de la poser, Jean-Luc. Parce qu'en fait, on peut voir ces plateformes comme étant extrêmement complexes. Nous, ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est de simplifier cette complexité. En fait, on prend en charge cette complexité de connecter tout cet écosystème à la place de notre client. Donc, c'est nous qui nous occupons de toute cette connectique et de tous ces liens techniques. D'accord. C'est plus clair? OK. Et donc, une des particularités de cette plateforme, c'est qu'elle est, nous on l'appelle chez nous le Managed Services, c'est parce qu'elle est proposée en infogérance complète par OpenText. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que OpenText va fournir la technologie, les people et les process. Donc, la technologie, quand on pense aux serveurs, quand on pense aux bases de données, aux logiciels, justement à ces connectiques dont on parlait avec Jean-Luc, toutes ces technologies-là, elles sont localisées dans le cloud OpenText qui est certifié et à très haute disponibilité. Pour les people, on parle du personnel OpenText. Donc, on a plus de 8000 collaborateurs chez nous. Donc, ça représente grosso modo 70% de notre force vive qui est dédiée à ces services en cloud. Donc, on parle d'équipes d'experts qui sont spécialisés dans le mapping, dans l'intégration et qui mettent en place la plateforme par des liens de configuration et aussi, très important, qui nous gèrent la marche courante, le quotidien, sur toute la durée de l'alliance entre nous et nos clients. On a des procédures qui existent. Ça fait 25 ans qu'OpenText fait du Managed Services, de l'infogérance de B2B et à toi. Donc, on a développé nos propres méthodologies, notamment une méthodologie d'implémentation qui est très structurante pour nos clients et c'est souvent très apprécié par ces clients-là parce que eux vont faire une migration ou une implémentation d'une plateforme une fois par 20 ans, 15 ans, alors que nous, on fait ça tous les jours. Donc, le fait d'arriver avec une méthodologie structurée et structurante, c'est très rassurant souvent pour nos clients. Alors, il y a également des procédures de marche courante, donc au quotidien, pour gérer tout ça. Et il y a aussi un point qui est assez important, c'est que toutes ces procédures de marche courante ont été conçues nativement pour être non-stop. On supporte du lean, on supporte des flux critiques. Donc, en fait, on parle de 24/7, on parle de follow the sun et on propose des niveaux de service qui sont très exigeants et engageants aussi pour OpenText. Nadine, j'en profite juste parce qu'il y a une question là qui est pile là où vous en êtes. Bonjour, quel est le niveau d'imbrication entre les deux architectures? Je crois que c'est les deux architectures où on voit la visibilité unifiée, mais j'imagine qu'il y a un niveau technique et un niveau service. C'est à peu près ça entre les deux qu'on a. Tout à fait. En fait, ça s'imbrique naturellement parce qu'un est technique et l'autre est service. C'est ça. Ce sont des services, des gens qui opèrent la plateforme, qui la mettent en place, qui la configurent, qui, en fait, c'est dans le cloud, notre cloud, avec nos personnels. Donc, c'est plus qu'imbriqué, c'est la solution qui est proposée sous cette forme-là. OK. D'accord? J'espère que c'est plus clair, mais on peut y revenir plus tard. Donc, toutes ces activités-là qui sont opérées par OpenText sont gérées à travers une gouvernance qui est partagée avec nos clients, d'accord? Et qui couvre des services, là on le voit au centre du diagramme, des services de onboarding de partenaires, donc de onboarding de clients, de fournisseurs, de transporteurs, de sous-contractants, etc. Des services de transformation, donc dans le jargon c'est du mapping, hein, il faut qu'un système puisse parler à un autre et les données doivent être réconciliées entre elles pour pouvoir transiter de manière fluide. On parle de services aussi à valeur ajoutée, notamment on a un module qui est greffé à cette technologie de, par exemple, dématérialisation fiscale des factures qui couvre plus de 45 pays partout dans le monde. On a des portails, différents portails, que ce soit portail fournisseur ou des applications mobiles pour gérer les commandes clients.
des ajouts, des valeurs ajoutées, notamment sur l'harmonisation des données, quand on transite des données qui sont dans l'écosystème du client, qui viennent de systèmes différents, la data n'a pas toujours le même nom d'un système à l'autre, donc on a des modules qui permettent d'harmoniser cette data. Donc, ce managed service, comme nous on l'appelle, ce digital backbone B2B, il propose un corps modèle à part entière pour les échanges inter-entreprises qu'on appelle les échanges B2B ou les échanges inter-applicatifs qu'on va appeler échanges à toi. Et donc, pour peut-être laisser la parole à L'Oréal, plus concrètement, Myriama, comment s'articule votre stratégie supply en trois axes, plus concrètement? Alors, je vais vous parler en fait de la solution corps, pour parler d'un des axes principaux. Donc, notre solution corps en fait va être construite autour de plusieurs solutions IT, plusieurs applications. La première, c'est qu'on va mettre en place une solution WMS pour gérer nos entrepôts, qui sera une solution mondiale. Aujourd'hui, en fait, on gère nos entrepôts dans le module WMSAP, donc on souhaite externaliser cette gestion-là dans un WMS qui sera donc une solution corps pour tous les pays, pour toutes nos zones. Ensuite, évidemment, comme tout le monde aujourd'hui, on va passer sur la nouvelle version d'SAP, donc S/4HANA, et on aura un nouvel ERP qui sera Core lui aussi, beaucoup plus harmonisé, beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable que les différentes solutions que nous avons aujourd'hui qui peuvent être très spécifiques. Autour en fait de ce corps modèle, de ce backbone en fait IT robuste, on souhaite avoir un écosystème d'applications locales qui seront en fait au plus près des besoins des marchés. L'idée ici est d'avoir en fait ce qu'on appelle un time to market, un temps de livraison de ces applications locales qui soit très rapide, qui ne dépendent pas en fait d'une solution corps mondiale et donc qui est dépendante avec les besoins des autres pays. Pour donner quelques exemples en fait sur ces applications locales, il pourrait y avoir des applications de marketing, de fidélisation client. Je prends l'exemple des coiffeurs qui peuvent vendre des produits L'Oréal et qui peuvent gagner des points via une application et ensuite avoir des cadeaux, il y a des challenges, etc. Ça serait une application locale. On pourrait aussi avoir des solutions de VMI qui seront, elles, des solutions plus locales. Et enfin, évidemment, dans cette solution core, on aura ce backbone digital d'échange B2B OpenText que l'on a déjà commencé en fait à construire à l'IMIA. Donc, pour vous donner justement un petit peu plus d'informations sur ce programme, puisque c'est un programme assez long que nous avons entrepris pour mettre en place le backbone digital d'échange B2B. On est plutôt ici, là, sur ce backbone, sur des échanges clients. N'oublions pas que nous sommes client-centric et que notre objectif, c'est de toujours satisfaire le client, d'aller plus vite, de livrer plus vite. Donc, notre migration a concerné 1200 clients et transporteurs. Il faut savoir aujourd'hui que ces flux d'échanges dématérialisés B2B concernent 80% du chiffre d'affaires à l'IMI. C'est une part assez, très importante de notre chiffre d'affaires. Donc, toutes divisions confondues. Toutes divisions L'Oréal confondues. Nous avons 4 divisions chez L'Oréal, effectivement. Les produits professionnels dont j'ai parlé pour les coiffeurs, la division luxe, les produits grand public et ce qu'on appelle cosmétiques actifs pour les parapharmacies. Donc, ce programme, en fait, a commencé en octobre 2018 et se terminera en avril 2021, si tout va bien, mais jusqu'ici, justement, tout va bien. Nous avons déjà 80% de la solution qui est en production. Et c'est un programme, en fait, qui s'est organisé autour de 10 projets couvrant 12 pays alignés. Donc, pour vous parler des bénéfices, en fait, de la mise en place de ce backbone, évidemment, on voit qu'il y a 80% du chiffre d'affaires qui transite vers ces échanges B2B. La première idée, c'était de stabiliser, de sécuriser ce chiffre d'affaires. Ce qui est aussi très important dans ce type d'échange, qui peut être considéré comme un basique, c'est qu'il faut quand même, malgré tout, fiabiliser en fait l'automatisation de ces échanges. Donc, d'avoir un backbone d'échange B2B robuste et fiable, c'est déjà un asset, c'est déjà quelque chose d'important. Et ça nous a aussi permis, en fait, avec cette plateforme unique IMIA, de mettre en place un système d'hypervision, de monitoring des flux end-to-end, pour être beaucoup plus réactif côté IT, en cas d'incidence dans la chaîne en fait, de transmission de ces échanges B2B. Ça nous a aussi également permis, cette plateforme, d'intégrer directement les alertes de cette plateforme dans notre outil de ticketing IT, pour justement être beaucoup plus réactif. Le système d'hypervision, là, vous pouvez nous donner un exemple de réactivité, un exemple un peu concret, qu'on puisse toucher un peu du doigt ce que ça veut dire, Oui.
peut se passer sur la supply chain qu'on va pouvoir finalement anticiper et régler plus vite que de coutume. On va prendre un exemple, je pense, qui parle à tout le monde. On a une livraison à envoyer, donc déjà de manière dématérialisée et physiquement. On souhaite évidemment que l'information arrive à notre client de manière dématérialisée le plus vite possible. Si cet échange B2B d'un point de vue IT est bloqué quelque part parce que le fichier n'a pas été transmis, on reste quand même sur des échanges de fichiers, cet outil d'hypervision nous permet de voir très rapidement que le fichier est bloqué et donc on agit tout de suite avec nos équipes IT pour débloquer, si vous voulez, ce fichier et que l'information arrive au client bien avant que la marchandise arrive physiquement. Ça nous évite notamment de payer des pénalités à nos clients, par exemple. D'accord. OK. Et donc, point non négligeable, cette plateforme d'échange B2B qui est harmonisée, standardisée, nous permet d'aller très vite lorsqu'il s'agit en fait d'avoir des échanges avec de nouveaux clients que l'on gagne par de la croissance organique, par exemple, ou lorsque l'on rachète des marques. Il faut savoir que chez L'Oréal, on rachète 1 à 2 marques par an. Donc, quand on est en croissance externe, on a besoin d'aller très vite. On doit toujours intégrer les marques de plus en plus vite, hein, que ce soit côté supply chain ou côté IT. Donc, d'avoir une solution harmonisée des choses B2B, standardisée, processée, nous permet de le faire encore plus rapidement auparavant. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur encore plus rapidement quand il y a une nouvelle marque qui apparaît dans le portefeuille L'Oréal? Ça met combien de temps à intégrer? Ça dépend quand même aussi du système d'information, j'imagine, de l'entreprise concernée. Mais un ordre de grandeur, c'est quoi? Alors là, on aurait des objectifs peut-être pour intégrer les marques en 6 mois, voire parfois même un peu moins. Ça dépend aussi de la taille des marques et du marché qu'elles couvrent. D'accord. Merci Myriama. Alors effectivement, juste quelques mots sur le programme EDI que OpenText et L'Oréal ont mis en place. C'est vrai que c'est un programme d'envergure avec un périmètre assez conséquent. Le programme était de 2 ans et demi, mais on a aussi la capacité et l'expérience d'accompagner des projets, on va dire, plus locales, avec peut-être moins de pays, alors pour connecter une centaine de partenaires et sur des projets qui durent entre 5 à 8 mois. Voilà, donc juste pour rééquilibrer et partager la vision 360 degrés. Et donc, Nadine, est-ce que tu veux bien nous présenter quelques fonctionnalités du MS, du Digital Backbone OpenText, qui aident nos clients à construire cet écosystème collaboratif? Oui, certainement. Merci, Clara. Donc, une des premières applications qui est faite, c'est la visibilité sur les dropshipments. Le dropshipment implique beaucoup de partenaires dans la chaîne et on a notamment le transporteur du fournisseur qui va livrer le client final. Donc, avoir une plateforme technique qui permet justement de connecter, de mettre en place rapidement ces liens techniques entre tous les acteurs et notamment le transporteur du fournisseur, nous permet de récupérer rapidement les statuts de livraison, le POD, le Proof of Delivery ou les statuts intermédiaires au niveau de la livraison. Et on a un outil de monitoring dans un portail, on va dire, plus fournisseur qui permet de suivre le track and trace des livraisons. Et on visualise ça sur la carte Google et avec les coordonnées GPS que nous envoient les transporteurs, on peut suivre la livraison en direct. Le plus, bien sûr, c'est de passer directement ces statuts à la plateforme e-commerce de notre client, de manière à ce que son client final puisse rapprocher sa commande avec sa livraison. Une autre application, ce serait l'intégration en synchrone de certains flux externes à l'ERP. On a par exemple les commandes en cours dans SAP ou tout autre ERP et on voudrait savoir pour ces commandes en cours, un utilisateur SAP qui se demande où est-ce que j'en suis, quel est mon statut transporteur sur cette commande en cours. Donc, on voit ici au centre que la plateforme OpenText est située entre le transporteur et l'ERP et agit comme une médiation. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que de l'ERP, on va aller chercher la commande en cours et la plateforme OpenText va contacter de manière synchrone le transporteur pour avoir son statut et va aller enrichir l'objet SAP qui va être ici un IDOC et va retourner dans SAP le statut du transporteur.
Bon, tout ça, évidemment, ça prend 2 ou 3 secondes. Et tout ça, ça se fait en synchrone, et ce qui permet aux utilisateurs de SAP, sans sortir de leur système, d'avoir des visibilités en temps réel. C'est-à-dire l'alternative à ça, ça aurait été quoi? Ça aurait été de développer là une interface entre SAP et chaque transporteur, en fait. Exactement. Et de gérer ces API, de les monter en puissance quand les interfaces changent, etc. Toute cette gestion de la connectique qui devient extrêmement complexe quand on parle du monde de l'API, mais quand on parle d'un bête, un lien AS2 que peut-être des gens autour de la table connaissent, il y a les certificats qui sont renouvelés à chaque année. Ben, il faut avoir des gens qui vont s'occuper de la maintenance juste de cette connectique. Et on ne parle même pas de la maintenance de la traduction des données, parce que les données sont constamment en mouvance. L'ERP de nos clients va changer, mais l'ERP ou les systèmes des autres parties prenantes à cet écosystème, bah, ils changent également. Donc, il y a énormément de maintenance à faire sur les feuilles de traduction. Une autre application assez intéressante, c'est la traçabilité par l'IoT, l'Internet of Things. Donc là, pour visualiser ça, je vous fais un exemple assez simple. On a une usine d'assemblage qui est située au Brésil, ici, et elle attend des pièces automobiles qui vont venir d'un fournisseur basé en Amérique du Nord. Et la pièce qui est attendue, c'est une pièce coûteuse, mais c'est aussi une pièce qui est fragile. Donc, le fournisseur, en accord à la demande de son client, a inséré à l'intérieur de son emballage des capteurs. Donc, il y aura un capteur d'impact pour s'assurer, pour pouvoir suivre et s'assurer que l'objet qui est livré, qui est fragile, ne sera pas cassé en cours de route. Et il y aura un capteur de localisation GPS. Donc, voilà, le paquet est emballé, il a ses capteurs et il part. Et tout au long de sa route, qui peut être plus ou moins longue, il y a des signaux qui sont envoyés à la plateforme Internet of Things et qui permet de suivre en temps réel, on en est où dans la localisation, mais aussi au niveau de la qualité du produit qui est livré. Est-il cassé? Est-il possiblement endommagé? Donc, on va inclure des règles métiers, notamment dans les dashboards, là, que vous voyez, les tableaux de bord. On peut inclure des règles métiers. Par exemple, dans ce cas-ci, qui va dire s'il y a un impact plus fort que X, ben, on va faire une alerte, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y aura, si on ne trouve plus la localisation GPS parce qu'on s'est trompé de mode de transport, on l'a mis dans le camion B plutôt que le camion A, on dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? On a perdu. Est-il volé? Est-il tout simplement sur une mauvaise route ?» Et ça permet de rectifier le tir au lieu d'attendre 3-4 jours qu'il arrive au Brésil. D'accord. Les capteurs, c'est OpenText là qui fournit une sorte de package, ou là c'est le choix de L'Oréal. C'est un exemple là, ou c'est déjà le cas? C'est un exemple. On a des capteurs, les clients prennent le leur, tout est possible. Une autre fonctionnalité, je vais dire, du Managed Services, c'est le fait d'avoir en standard des tableaux de bord, des métriques de l'analytics. Par exemple, en standard, on a des tableaux de bord qui vont être dédiés au sell side, comme L'Oréal a l'order to cash, donc toutes les livraisons avec le client. Mais on a aussi d'autres clients qui font soit les deux ou soit que du buy side, donc du procure to pay. Donc, on a des dashboards qui sont déjà distingués. Comme ça, quand nos clients ont les deux, on voit les métriques de chaque côté. Et on va voir si les commandes ont été acceptées en temps, si les livraisons sont arrivées, etc. Et une des particularités, OpenText étant OpenText, on a des outils d'intelligence artificielle et du coup, on les a embarqués dans ces métriques en standard et on va ici notamment donner une indication
sur des commandes qui seraient susceptibles d'être livrées en retard, basées sur un pattern passé du contexte client. Est-ce que là, vous utilisez, pour l'intelligence artificielle, vous utilisez aussi des données d'autres, éventuellement d'autres clients anonymisés, mais qui permettraient de donner des indications ou d'alimenter un peu les algorithmes, ou bien c'est uniquement là les données de L'Oréal? Il pourrait y avoir, par exemple, pour des problèmes de livraison, etc., utiliser aussi d'autres données, capitaliser sur le fait que la plateforme est multi-client. C'est le cas ou pas? Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Là, on est sur un produit standard, confidentialité des données. On a packagé cela d'une manière plus isolée pour le client. Mais en fait, il faut aussi penser qu'un historique chez un autre client pourrait ne pas être pertinent pour un autre. Donc, il faut voir ce qu'on veut. D'accord. D'accord. Donc, d'autres indicateurs, on a des KPIs, notamment dans ce fameux portail fournisseur. Il vient en standard avec, je ne sais pas, il y a quoi, 12 KPIs, donc des mesures de performance, et on classifie. On va classifier les fournisseurs, on va classifier les transporteurs, les top 5, les bottom 5, pour pouvoir prendre de la hauteur et avoir déjà des métriques qui sont servies sur un plateau pour pouvoir gérer ces fournisseurs. Donc, on va voir des KPIs sur le fill rate des commandes, des lignes de commandes, des unités des valeurs. Est-ce que les livraisons sont notifiées à temps? Est-ce qu'elles sont livrées à temps? Est-ce que les pick-up sont faits à temps? La justesse aussi des factures pour éviter tous ces litiges au moment de la facturation, etc. D'accord. Et donc, pour parler de KPI, ça serait intéressant de se poser la question des enseignements de L'Oréal sur la collaboration avec OpenText de manière plus générale. Est-ce que, Myriama, tu peux partager aux 167 participants, 168 maintenant qui sont dans le call, l'enseignement de la collaboration avec OpenText dans le cadre du programme B2B d'échange? Ah, tu es en mute. Oui, on ne vous entend pas, Myriama. Non, c'était… Oui. Donc, pour partager mon feedback, en fait, d'abord, je vais parler d'un élément qui est très, très, très important, qui est une des clés, en fait, du succès de ce type de migration, de ce type de gros programme. Il faut que le business soit très impliqué. On parle de la relation client, même s'il s'agit de flux order to cash un peu basique, d'échange de commandes, de livraison et de factures. C'est quand même très important que le business prenne en charge ce type de projet avec nous, avec l'IT. Puisqu'il faut se mettre d'accord avec les clients sur un planning, il faut les informer évidemment de ce type de changement. On est au cœur de la relation client évidemment sur ce type d'échange. Ensuite, évidemment, il faut une bonne préparation d'un point de vue IT. Il faut avoir un maximum de documentation et si ce n'est pas le cas, il faut collecter un maximum d'exemples, de fichiers exemples que l'on pourra échanger sur cette plateforme pour les fournir à OpenText. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Ensuite, je dirais que ce qui a été une des clés aussi du succès de cette migration, de ce programme, c'est la méthodologie d'OpenText, qui est vraiment très structurée, très organisée. Alors, on peut lui reprocher d'être peu agile, du coup, quand il y a des changements de scope ou des choses à modifier pendant le cours du projet. Heureusement qu'il y a quand même des moyens de retrouver de l'agilité avec différents services qui peuvent être offerts par OpenText. Et enfin, je dirais qu'au global, on est vraiment très satisfait d'avoir mis en place ce backbone digital B2B avec OpenText, puisque c'est une nouvelle solution donc centralisée IMIA, beaucoup plus stable, beaucoup plus robuste, et qui va nous permettre en fait de mettre en place de nouveaux services d'e-business ou de e-compliance. Quel nouveau service? Excusez-moi, un tout petit. Ah bah on y arrive peut-être. Alors, oui, je vais un petit peu parler des projets que nous avons à l'avenir autour des échanges B2B. Donc déjà, de toute façon, le premier step, c'est de globaliser cette solution backbone B2B avec OpenText, puisque ça fait partie de notre solution core modèle. Donc, les prochaines zones géographiques en fait, sur lesquelles on va migrer cette solution seront North America et Latin America dans un premier temps, et ensuite Asie-Pacifique. Donc, ça sera évidemment le premier step. 2022 ? Alors, 2021 pour NAM et LATAM et vraisemblablement 2022 pour APAC. Ensuite, on parlait d'une base en fait pour les futurs échanges e-compliance, e-business. Donc, on veut parler de dématérialisation fiscale de factures évidemment avec les nouvelles législations européennes. Ça a commencé en Italie il y a quelques temps, ça va bientôt être le cas pour la Grèce.
2023 pour la France, a priori. Donc, il faut qu'on se tienne prêt sur ces nouveaux flux de dématérialisation fiscale avec les gouvernements, donc les flux qu'on appelle B2G. On veut aussi être le plus paperless possible, puisqu'on a un programme de sustainability chez L'Oréal, de respect de l'environnement. Donc, on veut maximiser nos échanges dématérialisés avec tous nos clients, quels qu'ils soient, les petits comme les gros. Et enfin, on a parlé d'une couverture order to cash en fait avec nos clients, mais on souhaite étendre aussi ce digital backbone B2B à nos échanges procure to pay, par exemple, avec nos fournisseurs. Ça, c'est à quelle échéance? Alors, c'est encore en discussion, mais ça fait partie de cette transformation globale en fait chez L'Oréal côté IT. Côté business aussi, évidemment. Et donc, pour parler justement de cette transformation, avec le rollout de ce corps modèle qui se compose de différentes applications, du backbone B2B, de la solution S4HANA, d'un nouveau WMS, nous avons aussi engagé une grande transformation agile en fait au sein de L'Oréal. Et donc, les équipes IT et business travaillent maintenant sur de nouvelles méthodologies. Ok. Est-ce qu'on peut passer à... Parce qu'il y a de nombreuses questions. Je les vois défiler. Je vous ai déjà pas mal interrompu dans votre présentation. Mais il y a des questions, notamment justement, pourquoi avoir commencé par la partie transporteur et client? Vous l'avez un peu expliqué parce que c'est évidemment la stratégie centrée client. Mais on se pose la question apparemment pourquoi pas les fournisseurs ou pourquoi pas tout de suite? D'autant plus que finalement, il y a eu un exemple là, dans le dropshipment, finalement, on fait intervenir quelque part un peu le fournisseur, mais c'est quand même le transporteur qui va communiquer via la plateforme. Alors, on a plutôt commencé par ce qui nous tient à cœur, on va dire le service client. Donc, quand on parle d'agilité avec les transporteurs, c'est vraiment dans cette optique d'offrir en fait une transparence sur les livraisons, mais aussi des livraisons express à nos clients du B2B. Donc ça, c'est encore l'impact d'Amazon qui clairement pousse à ce qu'il y ait une expérience B2C, y compris au sein de la supply chain sur les livraisons par rapport aux clients du B2B. Et peut-être pour rajouter à cela, on a énormément de clients industriels qui viennent nous voir au départ pour les flux order to cash. Tout simplement, il y a deux raisons principales. La première, c'est que souvent, les clients sont parfois même plus petits qu'eux, mais ça reste un client. Et le client demande et impose de faire des échanges automatisés pour pouvoir solidifier la relation. Et la deuxième raison pourquoi on a des clients qui priorisent ces flux, c'est tout simplement pour faire plus de business avec ces clients-là. On parle de stickiness. Quand on se connecte et on interagit avec nos clients de manière automatisée, on devient plus facile à faire du business pour le client. Et donc, du coup, on augmente notre chiffre d'affaires. J'avais un de mes clients là qui nous disait encore récemment que à chaque fois qu'il connecte un client, il augmente de 9 et 14% son chiffre d'affaires avec ce client. Donc, évidemment, pour eux, la connectique avec le client devient extrêmement importante. Ce sont des flux critiques qui sont liés au chiffre d'affaires. Juste aussi pour, là, c'est une question perso, on va dire. Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est-à-dire que là, on voit le corps modèle qui est en train de se mettre en place, enfin, qui s'est déjà bien avancé. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? J'imagine que l'EDI, vous ne le découvrez pas depuis hier matin. Donc, ça veut dire que vous l'utilisiez déjà, mais pas forcément de manière globale et de manière harmonisée telle que vous l'avez présenté? Tout à fait. On avait en fait des solutions locales d'échange B2B dans les différents pays à l'IMIA, des solutions qui étaient parfois presque obsolètes. Donc, on a souhaité avoir une solution beaucoup plus centralisée, beaucoup plus stable et harmonisée. Tout à fait. D'accord. Une question très techno, là, mais je ne sais pas si on a le temps d'y répondre, il nous reste 6 minutes, mais vraiment en filigrane. Avez-vous réfléchi à implémenter une solution blockchain avant OpenText qui aurait été une bonne complémentarité avec l'IoT et l'IA? Sachant que j'imagine que des solutions blockchain clés en main pour gérer toute la supply chain de L'Oréal, ça se saurait si ça existait. Mais bon, effectivement, ça n'existe pas. En fait, on souhaite utiliser les blockchains dans notre domaine. D'accord. J'avais une autre. Alors attendez. Oui.
comment fonctionne concrètement la gouvernance partagée avec les clients? Vous avez parlé de gouvernance à un moment, mais qu'est-ce que ça implique une gouvernance avec les clients? Ben, c'est une très bonne introduction, cette question, à la dernière, à la dernière slide que Clara va vous présenter, parce qu'en fait, c'est grâce à une collaboration étroite. Donc, on met en place entre nos clients des relations aussi hiérarchiques. Il y a des sponsors. Dans chaque moment de la vie de cette plateforme, avec notre client, on va avoir des points de contact. Au moment du projet, il y aura un sponsor chez notre client pour le projet. Il y aura l'équipe projet et nous, on a la correspondance de notre côté, ce qui permet de pouvoir escalader rapidement. Nous connaissons nos points d'escalade au moment où il y a des choses qui ne tournent pas comme on souhaiterait qu'ils tournent d'un côté ou de l'autre. Au niveau de la marche courante, c'est pareil. Il y aura un sponsor du programme et il y aura chez nous un sponsor dans nos équipes Professional Services. Et il y aura des comités trimestriels, des comités annuels avec des thématiques différentes et des stirco mensuels avec les équipes qui gèrent. Ça, c'est durant les 2 ans et demi du projet ou ça continue à vivre après? C'est-à-dire que là, à chaque nouvelle, par exemple, nouvelle marque qui sera incorporée au sein de la nébuleuse L'Oréal, vous serez là aussi pour faire de la même manière ou bien L'Oréal sera… C'est tout au long. Tout au long, du début. La slide parle d'elle-même, en fait, puisque finalement, on voit qu'on est un allié, en fait, dans la stratégie, pour accompagner nos clients dans leur stratégie en 3 temps. Dans un premier temps, ça va être vraiment tactique. On va répondre à un besoin tactique, que ce soit le remplacement d'une solution vieillissante pour la moderniser ou consolider un digital backbone. Et au fur et à mesure des années, on va vraiment en partenariat, s'interroger sur une stratégie d'automatisation des flux B2B pour pouvoir vraiment leur apporter un avantage compétitif par rapport à leurs concurrents. D'accord. Il y avait aussi, moi, une question, on entend beaucoup parler, mais ça reste encore du buzz, du hype de Gartner, mais de l'automatisation des process. Donc la RPA, Robotic Process Automation. Est-ce que ça peut rentrer aussi chez L'Oréal dans le cadre d'un projet comme ça? Je ne sais pas si OpenText travaille dessus. J'imagine que ce sont quand même des sujets qui doivent vous animer un petit peu. Myriama, est-ce que c'est aussi des choses qui pourraient intervenir sur un certain nombre de process où il y a peut-être moins de valeur ajoutée ou moins d'expertise que d'autres? Tout à fait, ce sont des sujets qui sont en ce moment à l'étude chez nous. Oui. Nadine, chez OpenText? Oui. Bon, chez OpenText, nous, on automatise les flux et la RPA vient se greffer en ayant une couverture, on va dire, plus large à l'intérieur de l'entreprise. Nous, on se situe entre l'entreprise et son écosystème, mais on fait partie de ces programmes de RPA à notre niveau pour la collaboration, pour améliorer la collaboration dans l'écosystème. D'accord. Peut-être encore une dernière question sur la partie transporteur, peut-être à Clara, sur qu'est-ce que ça veut dire agilité avec les transporteurs? Là, j'ai bien compris qu'il y avait un côté mesure de performance, et éventuellement même notation, enfin, je ne sais pas si on peut, mais en tout cas, estimation des performances opérationnelles de chaque transporteur. Mais en termes d'agilité, qu'est-ce que l'outil, la plateforme va permettre vis-à-vis des transporteurs? Peut-être Nadine, après tu veux compléter, mais finalement, on va s'adapter aussi aux exigences des transporteurs pour pouvoir, puisqu'on l'a dit à juste titre un peu plus tôt, notre plateforme, elle est agnostique et on a une capacité de personnes derrière qui peuvent aller directement embarquer le transporteur en fonction de leurs prérequis dans l'écosystème de notre client. Donc, on a finalement une technologie puissante, mais aussi des personnes, des experts qui sont là pour pouvoir faire cette traduction entre le vocabulaire du transporteur et celui de notre client. Donc, finalement, on va être entre les deux pour pouvoir connecter tout ça de manière harmonisée et fluide. Et on peut penser aussi, imaginer que des transporteurs, dans un certain marché, il y a des acteurs qui existent et il n'y en a pas des milliers. Souvent, c'est centralisé sur un petit nombre de transporteurs par marché et on les connaît très bien, ils nous connaissent, on se connaît par nos prénoms et on peut travailler ensemble pour pouvoir
apporter cette agilité grâce au fait de pouvoir travailler rapidement avec… Dernier mot pour Myriama en termes de, justement, est-ce que ça peut avoir des conséquences aussi en termes de stratégie transport, c'est-à-dire qu'on va avoir une aide à la décision pour comment dire, affiner la stratégie transport de L'Oréal au niveau mondial? Tout à fait. Nous, quand on parle d'agilité avec nos transporteurs, il y a derrière évidemment une question de coût. On veut choisir le partenaire le plus performant, le moins coûteux. Donc, les KPI nous aident justement à la prise de décision. Mais il y a aussi une dimension IT, c'est-à-dire que quand on embarque un nouveau transporteur, on doit s'adapter d'un point de vue technique, à développer des nouvelles étiquettes, à faire des échanges B2B avec ce client-là, enfin avec ce transporteur, pardon. Donc, on souhaite avoir une solution en fait agnostique, encore une fois, qui nous permette d'interconnecter le plus rapidement possible, de développer des étiquettes, voire les fournir en natif en fait pour ce partenariat. Très bien. Je voulais simplement, là, on a dépassé d'un tout petit peu. Je voulais simplement d'abord vous remercier pour la clarté de l'exposé. Je trouve que c'est aussi très intéressant parce que finalement, on se dit, bon, c'est un projet EDI. On se rend compte que c'est un projet EDI, mais ça va bien au-delà en termes de stratégie, les conséquences sur la stratégie supply chain d'une grande entreprise comme L'Oréal. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions à brûle-pourpoint pour certaines.